Mais la grande incertitude de ces derniers jours, la grande interrogation de ces premières semaines du quinquennat, elle concerne la droite. En clair, va-t-on vers une fracture, vers un divorce au sein de la droite, ou bien est-ce une simple ouverture, comme on en a connu dans le passé, Léa? Eh bien, pour en discuter, on va accueillir sur ce plateau, et on vous remercie Benoît Hamon, puisqu'ils vont rentrer à votre place. Merci beaucoup. On va accueillir dans l'ordre Jean-Louis Bourlange, 70 ans, ancien député européen, membre de la Cour des comptes et candidat En Marche aux législatives. Georges Fenech, 62 ans, député du Rhône, candidat LR. Bonsoir à vous. Bonsoir et merci à vous. On vous en prie. Alors là, c'est Azouz Begag. Ça vient dans le désordre. Allez, on va vous les présenter. Voilà, on est en direct. Tout se met en place tranquillement. Vous vous mettez là. Vous êtes ancien ministre délégué à la promotion et à l'égalité des chances dans le gouvernement de Dominique de Villepin. Vous êtes actuellement chercheur au CNRS et écrivain. Alors voilà, ils arrivent. C'est Jean-Louis Bourlange qui est là, que je vous présentais, qui est maintenant, bonsoir à vous, candidat En Marche. Bonsoir Fabienne Keller, ancienne maire de Strasbourg. Aujourd'hui favorable à répondre à l'appel lancé par Emmanuel Macron. Pour les LR, on va en parler. Et je dis bonsoir à Frédéric Mitterrand qui est avec nous également, ancien ministre d'ouverture aussi, s'il en est. Vous êtes les deux représentants de ce qui a, vous nous direz ce qui a marché ou peut-être pas tellement marché dans le gouvernement d'ouverture. Mais avant, si vous voulez bien, David, on va retrouver Jean-François Copé, le maire de Meaux, est en direct avec nous. Jean-François Copé, bonsoir à vous, merci d'être avec nous. Bonsoir. Première question, quand vous voyez la photo de ce premier Conseil des ministres, honnêtement, vous n'aimeriez pas être à la place de Bruno Le Maire ? Ben non, pas dans ce contexte, parce que je pense que ce qui doit l'emporter sur tout le reste, c'est la clarté, et qu'on ne peut pas faire campagne comme nous l'avons fait contre un certain nombre des idées que défendait Emmanuel Macron, et puis ensuite, comme si de rien n'était, aller dans son gouvernement. Les images que vous avez montrées au début de votre émission d'ailleurs, et qui circulent beaucoup sur les réseaux sociaux et qui montrent les propos épouvantablement agressifs que Bruno Le Maire ou Édouard Philippe tenaient contre Emmanuel Macron il y a encore 3 semaines. Ces photos sont terribles, elles donnent là aussi une image mauvaise de la politique. Alors Jean-François Copé, allons directement au sein du débat. Est-ce qu'avec ce gouvernement, est-ce qu'avec cette forme de rassemblement, est-ce qu'on ne met pas fin à des clivages qui bien souvent sont artificiels entre une partie de la droite à vocation, disons, centriste pour le dire rapidement, et une partie de la gauche à vocation social-démocrate ? Écoutez, j'ai un peu le mauvais rôle ce soir, parce que on vit en ce moment une espèce d'euphorie considérable dans notre pays, et que je comprends parfaitement, qui est liée à la victoire d'Emmanuel Macron, à l'élan qu'il provoque et qui est indéniable, et qui en plus, je crois, est nécessaire, parce que c'est vrai que le monde a changé, la société a changé, et donc il était normal que le monde politique soit bousculé comme il l'est. Mais je pense qu'il faut quand même que chacun comprenne une chose. Il y a un moment où les lampions de la fête vont s'éteindre. Est-ce que ce sera dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans? Je ne sais pas le dire, mais à un moment, c'est ce qui va se passer. Et il faut à ce moment-là qu'il y ait des partis politiques structurés pour tenir la maison France. Parce que Emmanuel Macron, si je puis dire, il porte un projet avec un côté face et un côté pile. Il y a un côté nouvel élan qui est indéniable, renouvellement qui est indéniable. Mais il y a aussi l'autre parti qui est que son projet, c'est qu'il n'y ait plus rien entre lui, Emmanuel Macron, et le Front National. Pardon, Jean-François Copé. Et ça, c'est extrêmement dangereux. Au-delà et l'un des combats que je Macron, veux mener, c'est de dire aux Français, il doit y avoir dans notre pays une droite républicaine, constructive évidemment, mais qui doit aussi marquer sa différence. Et moi, clairement, je l'ai dit depuis le début, quand Emmanuel Macron dit « je veux gouverner par ordonnance », mais c'est mon projet. Je vais évidemment approuver, mais en revanche, je le trouve très en retrait dans d'autres domaines, et je crois que c'est important de marquer aussi cela, parce qu'il y aura un moment où cette confrontation, au sens noble du terme, sera nécessaire. D'accord pour cette confrontation et d'accord pour des sujets, pour des différends. Mais est-ce que globalement, tout de même, Jean-François Copé, il n'y a pas des clivages qui sont artificiels aujourd'hui entre une partie de ces deux familles ? Il y a surtout des clivages qui sont archaïques. Je pense qu'il y a un certain nombre de domaines dans lesquels nous ne pouvions pas discuter entre le PS et les Républicains,
alors qu'on pourra le faire probablement plus facilement avec Emmanuel Macron. Quand je le vois vouloir assouplir le Code du travail, je vois bien qu'il y a là une opportunité de pouvoir vraiment remettre de la souplesse dans l'organisation de notre économie, et on n'avait jamais pu l'obtenir dans d'autres discussions, et vous savez que la loi El Khomri s'est passée dans des conditions très difficiles. Donc il y a des choses sur lesquelles on va progresser. Il y en a d'autres sur lesquelles on ne progresse pas. Prenez les impôts. Moi, il faut que les Français sachent quand même, c'est un des enjeux de cette campagne législative, que M. Macron va augmenter de 20 milliards la CSG. 20 milliards. On s'est déjà tapé 60 milliards de hausse d'impôts depuis 2011. On reprend encore une augmentation de la CSG. C'est pour ça que je dis qu'il faut vraiment qu'il y ait le maximum de députés républicains dans la nouvelle Assemblée pour que nous puissions, nous, dans le domaine fiscal, nous, assumer une baisse de l'impôt sur le revenu pour les classes moyennes qui sont encore les grandes oubliées de ce débat. Jean-François Copé, je vais donner la parole, et vous allez l'écouter, à Fabienne Keller, qui a souri quand vous avez déclaré il applique les ordonnances, c'est mon programme. Ça vous a fait rire? Rire, pas vraiment, mais il y a une convergence entre les propositions de Jean-François Copé et ce que propose Emmanuel Macron. D'ailleurs, je crois que beaucoup de candidats le proposaient dans une volonté d'agir rapidement après l'élection présidentielle. Mais qu'est-ce que vous avez à dire à Jean-François Copé pour le convaincre qu'il faut répondre à la main tendue d'Emmanuel Macron, qu'il faut lui donner sa chance? Je dialogue régulièrement avec Jean-François et je veux lui redire que nous sommes dans la même famille politique, mais peut-être qu'il y a différentes sensibilités. Il y a des points communs entre notre projet et le projet d'Emmanuel Macron. Tu l'as toi-même reconnu, hein, sur l'entreprise, par exemple, sur la volonté de simplifier le Code du travail. C'est vrai aussi sur la baisse de la fiscalité entreprise, hein, sur la transformation du CICE en baisse de charges, sur en gros le projet d'ailleurs priorité à l'emploi et les outils. Je crois qu'il y a une convergence. Sur d'autres, il y a des différences. Je pense par exemple aux questions régaliennes, et c'est pourquoi moi je partage plutôt la vision de Jean-François Copé. Il faut qu'il y ait à cette élection législative une droite et un centre forts. Donc nous soutenons, c'est pour ça que nous soutenons ensemble nos collègues candidats sur le terrain. Mais si vous qui dites, se battent pour Fabienne ça. Keller, comprenez, il y a des gens qui vont voter dans 5 semaines, des Français vont voter dans 5 semaines. Si vous leur dites, on est d'accord en grande partie avec ce que dit Emmanuel Macron, pourquoi est-ce qu'ils vont voter pour vous? C'est beaucoup plus efficace d'aller voter directement pour En Marche. Parce que le monde a changé il y a 10 jours avec l'élection d'Emmanuel Macron. C'est un choc pour nous tous, en tout cas qui sommes dans les partis traditionnels, hein. Nous avons échoué, nous tout particulièrement la droite et le centre. On avait il y a 8 ou 9 mois un boulevard, la responsabilité d'ailleurs, de mettre en œuvre le redressement de la France. Et nous avons échoué, nous avons d'ailleurs un petit peu de mal à en parler. C'est vrai que les législatives arrivent très vite et il nous faut reconnaître que voilà, c'est une situation politique totalement nouvelle. Et donc, nous voilà avec un président qui accepte de gouverner au centre-gauche et centre-droit. Bon, pour l'instant, ça penche plutôt du côté centre-gauche, mais avec Édouard Philippe, avec Bruno Le Maire, avec Gérald Darmanin, de grandes personnalités de notre mouvement ont accepté de participer de manière constructive à cette nouvelle démarche J'essaye de bien comprendre. qui est de gérer la France Pour au vous, centre. c'est une attitude pragmatique. Vous dites, il y a un président qui est là, on ne va pas perdre 5 ans, il faut s'arranger. Ou c'est une attitude, une vision à plus long terme où vous vous dites qu'il faudra redéfinir les clivages? Je suis centriste, j'ai envie de dire les deux. C'est pragmatique parce que c'est réaliste. Le président Emmanuel Macron a été élu, mais surtout, ce qu'on ressent sur le terrain. Moi, vraiment, j'ai passé 3 jours la fin de semaine dernière à discuter avec des habitants dans des circonstances variées. Quand on leur demande, est-ce que vous voulez qu'on s'oppose ou au contraire qu'on construise avec le nouveau président, alors même que ce sont des électeurs de la droite et du centre, très très majoritairement ils disent construire. Ce qu'a dit Jean-François, ils ne veulent pas qu'on perde un mandat de plus et ils veulent, sur la question absolument essentielle de l'emploi, qu'enfin on arrive à construire des solutions et à faire ce que, dans ces mandats de majorité claire, l'essuie-glace qu'évoquait Édouard Philippe, on n'y arrive pas parce que chaque fois on est dans des postures où on s'oppose à ce que l'autre camp propose. On va vous donner la parole aux autres, mais d'abord encore un mot. Voilà, si vous pouvez répondre, Jean-François Copé, à ce que dit Fabienne Keller. S'il vous plaît, j'aurais souhaité répondre parce que je pense qu'il ne faut pas qu'il y ait d'ambiguïté vis-à-vis de ceux qui nous écoutent à travers ce que Fabienne vient d'évoquer. Il n'a jamais été question que, surtout avant les législatives, tel ou tel parmi les nôtres viennent
participer au gouvernement de M. Macron. Ils l'ont fait dans des conditions qui en réalité sont un grand malentendu. Donc je crois qu'il ne faut pas mentir aux Français. Parce que nous n'avons pas aujourd'hui un accord de gouvernement avec M. Macron. La meilleure preuve, c'est que Bruno Le Maire va être chargé d'appliquer l'augmentation de 20 milliards d'euros de la CSG, ce que jamais nous n'approuverons, car c'est évidemment une très mauvaise initiative. Donc, encore une fois, je voudrais que les choses soient tout à fait claires. Qu'au lendemain des législatives, le nombre de députés LR soit suffisamment nombreux pour qu'on puisse, dans des conditions à définir, gérer ensemble un certain nombre de choses. Pour le bien de la France, je le comprends. Mais ça n'est pas le cas aujourd'hui. Mais reconnaissons tout de suite que nous avons des points de convergence. Fabienne, comme malheureusement on est en duplex, c'est très difficile pour moi de débattre parce que je n'ai pas l'image. Mais juste une chose que je veux que chacun entende, c'est qu'en réalité, c'est tout le caractère schizophrénique de ce que nous vivons. C'est qu'aujourd'hui, Édouard Philippe, Bruno Le Maire, Gérald Darmanin, leur objectif, leur mission, c'est qu'il y ait le moins de députés LR possible. C'est donc que LR perde. Et ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup de mal à concevoir, alors que la cohérence entre nous, c'est évidemment d'essayer d'avoir le plus de députés possible pour rééquilibrer les choses. Allez-y rapidement. Sans aucune ambiguïté, cher Jean-François, je partage cet objectif et je soutiens comme toi nos candidats LR, UDI sur le terrain. Édouard Philippe, je l'ai côtoyé pendant 2 ans. C'est un homme de droite. Nous avons œuvré, tu le sais, dans le cadre de la campagne des primaires, avec Alain Juppé. Il a des convictions qu'il a rappelées sur le perron de Matignon. Il en est de même de Gérald Darmanin, homme de droite et très social, néanmoins, et Bruno Le Maire. Je crois que tu ne peux pas imaginer qu'ils aient perdu, qu'ils aient oublié leurs convictions. Ils les apportent. Et leur mission, c'est pas qu'il y ait un maximum de LR qui gagne. C'est en quelque sorte. Il faut qu'il y ait un maximum de députés proches de M. Macron qui gagnent, parce que sinon, ils risquent de ne plus être eux-mêmes au gouvernement. C'est toute l'ambiguïté de leur mission. Tu proposes que la coalition ne soit reconnue qu'après les législatives. Moi, je dis, dès lors qu'on est prêt à travailler ensemble après le 18 juin, reconnaissons-le tout de suite et soyons dans une démarche constructive d'ailleurs. Mes collègues candidats sur le terrain, des idées, donc ça veut dire qu'on est sur des idées qu'on ne défend pas. Mes collègues présents sur le terrain ont tous dans leurs documents électoraux construction avec, coalition de projets, parce qu'ils sentent que la population elle a une attente de faire, d'actions concrètes. On a compris vos divergences. Jean-François Copé, vous restez avec nous si vous le souhaitez, mais je voudrais qu'on s'adresse à Jean-Louis Bourlanges, parce que vous, c'est encore autre chose, si j'ose dire. Vous étiez un élu au Parlement européen. Il y a très longtemps. Il n'y a pas longtemps. Il y a très longtemps. Il y a quelques années. 10 ans. Voilà. Étiqueté clairement à droite. Non, au centre. Au centre droit. Aujourd'hui, c'est pas grave. Aujourd'hui, vous changez d'optique. Non. Vous n'êtes pas... On va y arriver. Vous n'êtes pas un élu de droite qui dit « je soutiendrai Emmanuel Macron ». Vous faites campagne pour ces élections législatives sous l'étiquette « La République en marche ». Oui. C'est-à-dire que vous militez pour cette recomposition, pour le coup. Absolument. D'abord, on ne va pas remonter au déluge, mais remontons aux élections aux primaires. J'étais un soutien d'Alain Juppé. Je me suis situé à ce moment-là dans le cadre traditionnel qui est de dire, dans un camp, il faut que le camp centriste, l'aile libérale, sociale, européenne, prenne le pas sur l'autre, sur l'aile conservatrice. Et j'ai constaté à ce moment-là 2 choses. J'ai constaté que nous étions de plus en plus minoritaires par rapport à des gens très, très déterminés dans l'autre sens. Je ne parle pas de Jean-François Copé, qui est un être extraordinairement dialectique, mais je pense à des gens comme Wauquiez, par exemple, ou d'autres. Il y avait une tension très forte que Juppé, d'ailleurs, a constatée. Et qui a été tranchée. Oui. Et d'autre part, la seconde, il y a eu évidemment toutes les affaires Fillon, mais il y a quelque chose qui m'est apparu de plus en plus clairement. C'est que nous avions tous, la droite et la gauche, échoué séparément. Que Sarkozy avait été élu en 2007 sur une promesse de transformation, avec un slogan d'ailleurs très intelligent et très motivant, travailler plus pour gagner plus, et que ça n'avait pas abouti. Que Hollande avait des velléités, même un peu plus que des velléités, que j'ai d'ailleurs approuvé, le CICE, le pacte de responsabilité, la loi Macron, et que là aussi, il était complètement cassé par l'aile gauche de son parti. Et que donc ces 2 groupes ne pouvaient plus fonctionner. Et les Français, c'est ça que j'ai voulu dire, donc permettez, et que les Français
avait vraiment un besoin impérieux de tourner la page et d'inventer autre chose. Jean-François nous a dit à l'instant, nous voulons des partis que la droite, partis cohérents comme le parti de droite, partis cohérents comme les partis de gauche. Ce n'est pas vrai, Jean-François. La droite est incohérente, la gauche est incohérente. C'est-à-dire que vous mettez Juppé et Wauquiez l'un en face de l'autre, rien ne les réunit. Rien ne les réunit, ni leur conception de l'Europe, ni leur conception du droit, etc. Qui répondent, et puis ensuite Georges Fenech qui a très envie de répondre également. Je comprends très bien que M. Fenech ait envie de dire des choses. Parce que la question sera également posée à Georges Fenech. Sur ça, très clairement, Laurent Wauquiez et Alain Juppé n'ont rien à faire ensemble, c'est ce que dit Jean-Luc Bourlanges. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Moi, je pense que ce qui s'est passé à l'occasion de cette élection présidentielle, c'est un début de clarification. Et sur ce point, Jean-Louis Bourlanges a parfaitement raison. La vérité, c'est qu'au lendemain du 18 juin, la droite va devoir se reconstruire totalement. Ses idées, son projet, ses perspectives, son organisation, il va falloir tout revoir. Et d'ailleurs, moi, je préconise que plutôt que d'élire un président qui va virer tous ceux qui ne sont pas d'accord avec lui, il faudra un directoire, un collectif, pour éviter ce que Jean-Louis Bourlanges a parfaitement rappelé, c'est-à-dire justement des tentations de tel ou tel d'aller flirter avec un Front National qui immédiatement signerait la mort d'un grand parti de droite républicain. En revanche, je veux dire à Jean-Louis Bourlanges... Soyons clairs, est-ce que ça veut dire qu'il faut revenir à ce qu'était grosso modo l'UDF et le RPR ? Oh, peut-être qu'on peut tout à fait le faire dans un seul et même parti, parce qu'en vérité, il y a beaucoup plus de convergence sur les questions de sécurité, la question économique, que certains l'ont dit. Après, mais vous dites vous-même, Jean-François Copé, Alain Juppé et Laurent Wauquiez, ça n'a pas grand-chose à voir. Oui, ben non, mais c'est vrai, mais là, il a pris exprès un peu les deux infinis, Jean-Louis. Il y a entre les deux, il y a beaucoup de monde entre les deux. Non, enfin, sans doute, mais je voudrais juste dire une chose. J'ai, moi, inventé un concept dont il se souvient, qui est la droite décomplexée. C'est quoi ? C'était tout simplement une droite qui s'assume et qui dit les choses, comme je peux les voir à Meaux, dans les quartiers, mais aussi dans les territoires ruraux qui sont abandonnés aujourd'hui par Paris. Et ma réponse, c'était de dire, pour pouvoir dire les choses et mettre les pieds dans le plat, il faut être totalement étanche par rapport au Front National. Jean-François a inventé la droite décomplexée. Ce que Macron invente, c'est la France décomplexée. Et ça, c'est plus fort. Absolument. Merci Jean-François Copé. Écoutez, en tout cas, disons qu'il faut bien être précurseur de temps en temps. Je me serais donc dévoué. Merci à vous, Jean-François Copé, d'avoir été en direct avec nous. Georges Fenech s'impatiente. Alors vous êtes plutôt sur la ligne de ce que vient de dire Jean-François Copé. Mais si on repose la même question que celle de Jean-Luc Bourlanges... Vous faites les questions, les réponses. Non, pardonnez-moi. Alors peut-être que vous allez me surprendre. Savez-vous que je suis sur la ligne de monsieur Alors justement, est-ce que vous avez l'impression que ce qui se passe... Parce que je voudrais quand même... dire tout le bien que je pense de quelqu'un qui est là un petit peu voué aux gémonies à l'instant, c'est Laurent Wauquiez, qui est un garçon humaniste que je connais très bien, qui est président de notre région Rhône-Alpes, qui est vice-président de notre mouvement, qui était de la droite sociale. Et je voudrais qu'on arrête un petit peu ces clichés, ces caricatures. Voilà. Donc j'aime beaucoup M. Alain Juppé et je crois qu'il n'a pas basculé du tout. C'est quelqu'un qui a une colonne vertébrale. Ceux qui ont basculé sont ceux qui viennent de quitter notre famille politique pour rejoindre un mouvement qui est en marche, mais dont on ne sait pas où il va nous mener. Voyez-vous ? Donc je pense qu'il faut quand même se rappeler qu'en France, il y a des électeurs et qu'il y a un peuple de France. Et on est en train de faire comme s'il n'y avait plus de peuple de France. On est en train de dire les partis ont implosé, les vieux clivages ont disparu. Attendez de grâce 3 semaines et vous verrez la réponse des Français. Parce que quand vous dites, Fabienne, M. Bourlanges, vous dites acceptons cette main tendue de M. Macron. Mais je vous dis très franchement, je n'ai pas besoin de main secourable. Pardon, Fabienne, tu as beaucoup parlé. Je n'ai pas besoin de main secourable. Je suis gaulliste. Je suis fier de l'être. J'entends le rester. J'ai travaillé comme parlementaire en parfait consensus avec la gauche quand j'ai présidé la commission d'enquête parlementaire sur les attentats de Paris. Et nous avons formulé 40 propositions tous ensemble. Je sais travailler quand on est sur l'essentiel ensemble. Mais pardon de vouloir rester ce que je suis, parce que je suis légitime par rapport à ceux qui m'ont élu, et je ne veux pas les trahir. J'attends de voir avec beaucoup d'intérêt ce que vont décider les électeurs de Bruno Le Maire dans sa circonscription, parce qu'il a quitté ses électeurs
pour rejoindre une autre famille politique. Fabienne Keller. Donc pour moi, les clivages, ça veut dire quelque chose. J'aime le débat d'idées, j'aime la démocratie, je respecte mon adversaire, mais je ne veux pas de l'uniformité, je ne veux pas de cette marche forcée avec M. Macron. Voilà, c'est tout ce que j'avais à Fabienne vous dire. Keller. Alors Georges, d'abord, je voudrais dire le respect que j'ai pour toi. Je rappelle que tu as été parmi les tout premiers à proposer à notre candidat de passer le relais. Oui. Ça nous aurait peut-être On m'a pas évité. écouté. Absolument. On m'a pas écouté. Nous étions ensemble. Et pourquoi vous l'avez pas dit, vous? Pourquoi vous n'êtes pas levé C'est pour dit, dire c'est fait, on ne va pas refaire cette histoire-là. J'étais- Si- j'étais avec- d'avoir été fillonesque. Ça, c'est la première fois qu'on me dit que je suis. Parlons du Écoutez, futur. hein. Parlons Non, du futur. Non, Parlons donc de je la salue- responsabilité. je salue- C'est une Non, mais- clarification souhaitable Merci, ou pas Fabienne. Voilà, je salue ton Merci. courage, et on était ensemble dans cette démarche, tout à fait. et ton engagement. Les difficultés que nous rencontrons aujourd'hui, c'est quand même la suite de cet échec qui n'était pas prévu du tout à la présidentielle. Ce qui est proposé là, quand on a fait cet appel pour la main tendue, ce n'est pas de se fondre avec En Marche, pas du tout. C'est de reconnaître qu'il y a des éléments de projet communs. On a évoqué l'emploi, on pourrait parler de l'Europe et de la vision Et alors qu'il porte, on pourrait parler de l'école, Oui, alors sur lequel... Donc il y a des éléments de projet communs, Oui, et et puis il y alors en a qui nous différencient, Et oui. par exemple sur le régalien. Nous serons d'ailleurs prêts, Ça Jean-François l'a s'appelle la évoqué, démocratie. Jean-François l'a évoqué, Voilà. à construire une coalition après l'élection. Ben, disons-le tout de Mais, suite à nos mais électeurs. Fabienne, mais pourquoi, Attends, je termine. pourquoi vous Laissez-la parlez finir, de laissez-la coalition? finir, s'il vous plaît. Les Georges Fenech, élections laissez-la finir. ne sont pas Elle passées. vous répond. Attendez Elle les vous répond. électeurs. Allez-y. Donc on est d'accord, on semble être d'accord sur le fait qu'il faut construire ensemble, en se faisant respecter, après l'élection et le résultat de l'élection. Mais disons-le à nos électeurs tout de suite, parce que nos électeurs, en tout Je cas, suis pas d'accord. ceux que je rencontre, Mais ils sont pardon. demandeurs de cette Mais construction mais- Alors, Georges positive, Fenech, j'ai le droit quand même tout en d'avoir se un avis. faisant Mais Fabienne, respecter j'ai sur le les droit éléments de- différents. J'ai le Il Je vous droit. pense répond. par Il vous exemple aux répond. éléments J'ai régaliens. le droit de continuer à respecter le corps électoral. Tant que le corps électoral ne s'est pas prononcé, je ne vais pas parler de coalition, Mais puisque c'est prononcé, j'ambitionne présidentielle. quand même, je respecte beaucoup le président de la République qui est élu avec, souvenons-vous, un premier tour à 24% des voix. Vous savez, moi, le sentiment que j'ai quand je rencontre mes électeurs, C'était 20. c'était encore moins, tout à fait, c'est qu'ils ont été privés jusqu'à maintenant d'un vote pour. Au premier tour des présidentielles, tu l'as rappelé, il y a eu les affaires, ça a été totalement pollué. Au second tour, on a eu le Front National, il fallait faire barrage au Front National. Ces élections législatives, c'est la première fois qu'on va pouvoir mettre un bulletin de vote et dire je vote pour un projet. Et moi, j'attends ce que vont nous dire les Français et je reste fidèle à ma famille politique et à mon projet politique, qui n'est pas celui de M. Macron. Je donne un seul exemple. On est d'accord. En matière de On est justice, M. Macron ne veut pas rétablir les peines planchers pour les récidivistes. C'est quelque chose que Mme Taubira avait supprimé. Moi, je suis pour le rétablissement des peines planchers pour les récidivistes. Mais Georges, je suis On d'accord ne peut avec pas être toi. d'accord sur tout. Non, mais je suis d'accord avec toi. C'est à nous de dire nos différences, mais de reconnaître ce sur quoi nous sommes prêts à travailler. Et Tu pourrais évoquer la taxe d'habitation, qui n'est pas acceptable, sa disparition, qui met en difficulté de très Je suis nombreuses contre la collectivités. suppression Mais des nous taxes sommes d'habitation. contre. Monsieur et madame, ce sera pardonnez-moi, je notre voudrais entendre, si vous le voulez bien, et vous allez reprendre ce débat qui est très symptomatique de ce qui se passe à droite. Justement, Frédéric Mitterrand et Azouz Begag, je vous donne la parole. Vous avez été tous les deux membres d'un gouvernement, comme vous avez été d'ouverture, voilà. Monsieur Sarkozy et Monsieur Villepin pour Azouz Begag. Quand vous D'abord, entendez ce débat, Frédéric Mitterrand, vous vous dites quoi? Je comprends rien. Voilà. Je comprends rien. Je comprends rien. J'ai l'impression, j'ai l'impression que Jean-Louis Debré a dit des choses très justes il y a quelque temps quand il a dit qu'il fallait changer les logiciels. Je vois un débat que j'aurais pu voir il y a 1 an, il y a 2 ans. Ce qui est en train de se passer, c'est infiniment plus important et infiniment plus grand que ces disputes légitimes, intéressantes, etc., mais qui sont vraiment tellement au-dessous de ce qui est en train de se passer. Pourquoi? L'analyse de M. Pourquoi Bourlange est assez juste. Alors, je ne veux pas être long, mais quand même, il faut me laisser 2 minutes. Le général de Gaulle, dont vous vous réclamez, le général de Gaulle est venu en France à l'issue de 2 catastrophes. La première, la guerre, la deuxième, l'Algérie. Nous vivons, nous, une catastrophe lancinante qui n'a pas été vraiment analysée, mais qui est un pays où il y a 3 millions de chômeurs et au fond 3 millions de plus de précaires. Il n'y a jamais eu autant de gens qui dorment dans les rues.
Il n'y a jamais eu autant de gens qui sont pauvres. C'est une catastrophe que nous vivons. À l'issue des catastrophes, en France, historiquement, il se passe un phénomène très rare dans l'histoire française, mais qui est arrivé à plusieurs reprises, qui est un phénomène de rassemblement. Ce phénomène de rassemblement, nous sommes en train de le vivre. Ce que vous dites là, ce que dit M. Copé, qui est un homme intelligent et intéressant, c'est tellement détaché de ce qui est en train de se vivre en France, de ce qui est en train de se vivre depuis une dizaine de jours, que j'ai un sentiment de surréaliste en vous entendant tous. Et je pense qu'énormément de téléspectateurs ont le même sentiment. Mais Monsieur Mitterrand, pardonnez-moi, vous dites que c'est un moment de rassemblement. Oui. Mais Emmanuel Macron, à l'issue du premier tour, il ne remporte que 24% des suffrages. Si c'était un tel rassemblement. Mais François Mitterrand a rassemblé à plusieurs fois l'opinion française, à plusieurs reprises. Il reste dans l'imaginaire collectif, comme le général de Gaulle, un personnage tutélaire de cette 5e République que par ailleurs, moi, j'adore et que je n'ai pas du tout envie de voir transformer en 6e République. Mais il n'a pas recomposé le paysage politique. Non, il n'a pas recomposé, mais il a obtenu une sorte de majorité, peut-être après sa mort malheureusement, une majorité d'affection, d'intérêt, de reconnaissance, de respect, qui était due précisément à sa capacité à s'insérer dans une vision historique. Mais au temps de François Mitterrand, il n'y avait pas encore 5 millions de chômeurs ou 3 millions et 3 millions de précaires. On n'était pas dans la même situation. Ça ne faisait que commencer la catastrophe que maintenant nous connaissons. Frédéric Mitterrand, j'essaye de vous résumer du temps de Nicolas Sarkozy, lorsqu'il vous a tendu la main, lorsqu'il a tendu la main à des personnalités de gauche, c'était l'ouverture, c'était des cas isolés. Aujourd'hui, vous dites on a affaire à autre chose, c'est ça ? Vous dites on a affaire à une recomposition ? Mais c'était pas une ouverture. Moi, j'étais un gadget. Hein, c'était, on va prendre un Mitterrand. Vous dites avec d'autres mots. Non, on va prendre un Mitterrand parce qu'il y a le nom de Mitterrand, c'est bien. Bon, et puis il est gentil, puis il passe à la télévision, on le connaît un peu, peut-être que ça va marcher. Il se trouve qu'ensuite, après, moi je suis monté dans le TGV tout de suite parce que je me suis dit c'est la chance de ma vie. Après, bon, j'ai travaillé à peu près convenablement, donc finalement on m'a gardé. Bon, mais en vérité, j'étais pas un candidat d'ouverture. Il n'y avait pas de candidat d'ouverture. Le seul véritable candidat d'ouverture, Bernard Kouchner. Oui, le seul candidat d'ouverture, c'était Bernard Kouchner. Oui. Et Jean-Pierre Jouyet. Oui, Jean-Pierre Jouyet, il est l'ouverture de tout le monde, alors donc c'est pas un problème. Hein. Bon. Ce que je veux vous dire, c'est que pour vous, je ne critique pas d'ailleurs, hein, je l'apprécie beaucoup. C'est deux phénomènes de nature différente, c'est ça que vous voulez dire? Mais oui, ça n'a aucun rapport. Ce qui est en train de se passer, vous n'allez pas comparer l'arrivée de Frédéric Mitterrand au ministère de François Fillon avec l'arrivée de M. Castaner tout à l'heure, qui était tellement brillant et qui a dit des choses tellement justes, et on avait le sentiment. Je dis ça parce que je le pense. Georges Fenech vous répond. Surtout, il vous dit qu'il ne comprend pas ce que vous dites. Il ne comprend pas ce que je dis. Non, je n'ai pas compris la démonstration. J'aime beaucoup vous entendre. Vous êtes gentil. Vous le savez, mais je n'ai pas compris la démonstration parce que, voyez-vous, monsieur Mitterrand, je pense qu'on sera d'accord. Vous voyez, on est tous d'accord sur tout maintenant. C'est la révolution. La révolution d'En Marche, c'est vous marchez avec moi, on est tous pareils. Vous verrez, il n'y a pas besoin d'opposition puisqu'on est tous bien pensants. Mais il y a une opposition. Et qu'on a un programme formidable. Il y a une opposition, la preuve vous-même, comme M. Mélenchon, vous ne souhaitez qu'une seule chose, c'est que ça rate. Ringards, comme vous venez de nous traiter de ringards à l'instant. Ah non, je ne vous ai pas traité de ringard, j'ai beaucoup trop de respect pour vous. Mais c'est ce que vous avez dit, que c'est un débat surréaliste et dépassé. Ah, surréaliste et dépassé, d'être encore gaulliste. Et moi, je vous dis, moi, je suis gaulliste aussi, alors ça tombe bien. La gauche avec... J'ai écrit un livre là-dessus. Attendez, laissez-le vous répondre, Frédéric. Non, mais la gauche avec François Mitterrand. Il me manipule là. Je ne manipule pas, M. Mitterrand. Je dis simplement que les idéologies ont un sens. Oui. Et la gauche, avec François Mitterrand, ne soyez pas narquois à mon égard. Je vous parle très honnêtement et franchement. Je ne suis pas narquois, je vous écoute. Et je vous dis, la gauche, quand elle est arrivée à 81, elle a supprimé la peine de mort. Oui. Elle a libéré les ondes. Elle a apporté un vent de liberté extraordinaire. Très bien, c'était une idéologie. La droite, avec Giscard d'Estaing, a apporté énormément. L'IVG, rappelez-vous, tous ces grands thèmes de société. Pourquoi voulez-vous que tout à coup, nous renions nos ascendances, nous renions nos idées, nos idéologies? Mais pourquoi? Pour quelle raison? De quel drame parlez-vous en France?
Il n'y a pas eu la guerre d'Algérie. Ah oui. Il n'y a pas eu la Seconde Guerre mondiale. Il n'y a pas 3 millions de chômeurs et 3 millions de 3 millions de précaires. chômeurs, malheureusement, ça fait un moment que ça dure. Ben oui, mais c'est Et là, je quand même pense un vrai qu'effectivement, problème. la politique de Macron, c'est Alors. pas cette politique qui va réduire le chômage Est-ce que après je peux- 5 ans de Est-ce que matraquage je peux fiscal, répondre ou pas alors Oui, qu'il après, était à vous Bercy. répondez rapidement et après on va donner la parole à Azouz Bon, Begag. je réponds rapidement parce que vous n'avez pas laissé le temps à M. Macron de développer les éléments qui vont être aussi importants que l'abolition de la peine de mort pour François Mitterrand, par exemple. Le fait qu'il y ait une relance de la construction européenne, cette Europe dont vous vous méfiez tous, c'est le fait qu'il y ait une relance tellement forte de la construction européenne, c'est un élément qui fait que notre conversation c'est de précieux, maintenant, à cause dans du 2 Brexit. mois, apparaîtra elle aussi surréaliste. Bien. Azouz Begag, vous aussi, vous avez été un ministre d'ouverture, entre guillemets, dans le gouvernement société Villepin. civile, Vous oui. étiez plutôt personnalité civile, disons, mais quand même, on disait que vous étiez plutôt issu des rangs de la gauche et vous avez participé au gouvernement Villepin. Est-ce que pour vous, ce qui se passe aujourd'hui avec Emmanuel Macron est d'une toute autre nature que ce qui s'est passé en matière d'ouverture à l'époque, ou c'est la même chose en plus prononcé? Non, moi je suis plutôt modem. Hein. J'ai toujours travaillé après ma sortie du gouvernement en 2007 avec François Bayrou. J'ai toujours défendu l'idée qu'il fallait donner plus de pouvoir dans les gouvernements à la société civile pour essayer de faire coller les élus, les politiques et le peuple de France. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Sur 22 ministres, il y en a 11 qui sont issus de cette société civile et qui ont j'espère, l'ambition, avec leur parler vrai, avec leur courage, en ouvrant leur gueule quand il faut l'ouvrir, parce que ce n'est pas facile quand on fait partie d'une famille politique qui a des traditions depuis 50 ans et qui vous empêche de parler parce que vous êtes de l'autre côté, vous êtes un intrus dans ce monde de la famille. Et je souhaite de tout mon cœur aujourd'hui que ces ministres de la société civile incarnent cette transformation majeure. C'est possible? Oui, c'est possible. Est-ce que vous pouvez regarder aujourd'hui Nicolas Hulot dans les yeux, Madame Nyssen dans les yeux, et croire qu'ils vont se la fermer? Croire qu'ils ne vont rien Mais dire? pourquoi ça marcherait cette fois-ci alors que ça n'a pas marché avec vous? Parce qu'on est arrivé à la fin d'un ça, c'est cycle. très fort. C'est la fin d'un cycle. Et Frédéric vient Mais très bien de nous, on était montrer. des tout petits poissons. C'est la fin lui d'un et moi. cycle. C'est pas. Je voudrais dire quelque chose, Ce sont des forces considérables qui se rassemblent là autour d'Emmanuel Macron. Nous, on était Vous étiez des des marginaux. précurseurs? On a été pris comme des Oui, marginaux. oui, oui. On a Absolument essayé de des travailler le mieux précurseurs. possible. Bon, sauf que Mais Frédéric voilà. a travaillé avec Nicolas C'est bien Sarkozy, gauche, qui hein. n'était pas. Mais c'était pas du tout la même chose. C'était pas la même Parce que- chose, hein. Je voudrais juste dire encore une dernière chose. Je voudrais dire, Monsieur Bourlange, Jean-Louis Bourlange, Le Attends, débat attends, entre attends. Fabienne Keller et M. Fenech est très intéressant parce qu'il montre qu'ils sont dans un processus, ils sont en marche, si je puis dire. Ils sont dans ce processus de recomposition. Car en réalité, pourquoi ça n'a pas marché avant et pourquoi ça peut, je ne dis pas que ça marchera, on verra, mais pourquoi ça peut marcher maintenant? Parce qu'avant, il y avait et à droite et à gauche des antagonismes fondamentaux. Je n'ai pas voulu attaquer M. Wauquiez. M. Wauquiez a ses convictions, elles sont précises, je n'ai pas dit le contraire, j'ai dit au contraire que c'était parce qu'elles n'étaient pas les mêmes que celles d'Alain Juppé, que ça n'allait pas. Et toute la droite a été paralysée par des gens qui, comme Fabienne, voulaient le développement de l'Europe, le libéralisme, voulait maintenir l'état de droit, voulait avoir une politique ouverte sur l'immigration, d'intégration des immigrés, etc. Et d'autres qui se raidissaient profondément. Et à gauche, et parce que la crise est venue de la gauche, car à gauche, il y a eu ce conflit stratégique sur ce qu'il fallait faire pour relever les défis qui ont été rappelés par Frédéric Mitterrand à l'instant, c'est-à-dire la croissance en panne, le chômage. Il y avait un vrai débat, un vrai fossé. Et alors là, ce qui est en cause et ce qui est en cours, c'est le fait que, et à droite et à gauche, les gens sentent bien que même s'ils ont, et je vous en donne volontiers acte, des différences de sensibilité culturelle entre la droite libérale, la droite gaulliste, la démocratie chrétienne, la droite radicale et laïque, le centre radical et laïque, la gauche social-démocrate, en réalité, on pouvait très facilement arriver à un projet que je qualifierais de libéral, de social et d'européen, qui permettrait enfin de débloquer les réformes. Et si les Français apprécient
le gouvernement qui a été annoncé hier, c'est simplement parce qu'il sort. On verra ce que ça donne aux élections. Les Français je vais vous jugeront. répondre. Mais je finis juste ma phrase. Si les Français apprécient, c'est parce qu'ils ont enfin le sentiment que peut-être on va inventer une nouvelle forme d'action politique qui permettra de faire face aux problèmes. Juste Et ce avant n'est de pas vous- du tout une ouverture. Juste avant de C'est vous une donner la parole, recomposition. Georges Fenech, juste avant de vous donner la parole, Jean-François Copé, vous voulez réagir parce que tout à l'heure, Frédéric Mitterrand, vous avez parlé de lui, Jean-François Copé. Il est encore avec nous. Oui, simplement, j'ai entendu Frédéric Mitterrand, sous un dehors aimable, faire un réquisitoire très violent. Et je voudrais juste lui dire ce que j'ai pensé en l'écoutant. C'est qu'en fait, on est en train d'assister maintenant à un nouveau clivage. Et qui est redoutable entre les intelligents qui ont tout compris et les idiots qui visiblement regardent tout cela avec un air pantois et une incarnation des temps anciens. Eh bien moi, je voudrais juste vous dire une chose. Quand il y a 16 millions de Français qui n'ont pas été votés ou qui ont voté blanc, quand d'autre part il y a plus de 50% qui au premier tour ont voté pour des partis extrémistes, eh bien ça ne peut pas simplement se résoudre comme cela par l'idée que tout le monde doit obligatoirement se retrouver autour d'Emmanuel Macron et de signer un chèque en blanc comme si rien ne s'était passé. Moi je vous invite tous à la vigilance. Et si je plaide pour qu'il y ait un grand parti de droite qui soit dans l'opposition et qui soit dans une opposition constructive, c'est parce que sinon, ce sera trop tard et c'est le Front National qui ramassera la mise. Merci. Je vous le dis aujourd'hui à un moment où est-ce tout le que monde est dans vous- l'euphorie, vous mais allez lui attention à répondre. l'avenir. Vous allez lui répondre. Georges Fenech Oui, je voudrais simplement- va aller dans le même sens et ensuite vous lui répondez. Et puis Mme Keller. Oui, je voudrais simplement rappeler une réalité. Pour l'instant, ce gouvernement qui a été nommé, c'est un gouvernement qui a été nommé par la volonté du président de la République. Je dirais que c'est, sans être péjoratif dans ma bouche, le fait du prince. Oui, vous êtes gaulliste. C'est le fait du prince. Vous êtes Bon. gaulliste. Oui, et c'est tout à fait normal. Très bien. Mais c'est un gouvernement qui est provisoire, on est bien d'accord. C'est un gouvernement qui est provisoire jusqu'aux élections législatives. Les trois ministres, le Premier ministre et les deux ministres républicains, pour moi, c'est du débauchage à l'heure actuelle. C'est du débauchage individuel. Pourquoi? Parce qu'aucun des trois ne représentait la direction de notre parti et il n'a été mandaté par personne pour entrer dans un gouvernement de M. Macron. Je croyais que vous étiez gaulliste. C'est un choix, attendez, je finis, c'est un choix individuel. Si, par extraordinaire, ce que je ne crois pas, les Français donnent une très très forte majorité à M. Macron, à ce moment-là, on pourra effectivement parler de recomposition du paysage politique, il pourra y avoir des accords de programme entre les partis, mais pour l'instant, ce sont des individualités qui ont... Mais juste une question, Georges Oui, Fenech. oui. Le constat Pas que vrai. faisait Jean-Louis Bourlange, d'une certaine manière, c'est qu'il y a plus de choses qui rapprochent une partie de la droite et une partie de la gauche que ce qui les rapproche du reste de leurs partis respectifs. Il y a plus de choses qui rapprochent peut-être Manuel Valls de Jean-Louis Bourlange que Et alors Manuel Valls de Benoît Hamon et Jean-Louis Bourlange de Laurent Wauquiez. C'est ça qu'il dit. Vous êtes d'accord ou pas? Je suis d'accord, mais ça n'empêche pas, bien sûr, mais je suis d'accord, mais ça n'empêche pas que, moi je ne sais pas, mais une démocratie, on a la même définition d'une démocratie. C'est une majorité, une opposition. Et une opposition qui a vocation à devenir majorité. démocratie, c'est le pouvoir Et on du vit peuple. avec l'alternance. Il n'y a que les régimes de partis uniques où il n'y a pas de démocratie. Non, Pardon, c'est la je Corée me et la rappelle- Chine. Juste un mot, Voilà. je me rappelle ce que disait un grand juriste que peut-être on a un peu oublié, mais qui était un grand juriste gaulliste, qui était Léo Hamon, et qui définissait à juste titre le pouvoir du président de la République comme celui du sculpteur de la majorité nouvelle. Le président, c'est l'acte fondateur. Et les Sous la électeurs Ve Et les République, électeurs les électeurs élisent le président de la Qu'est-ce que République. disait le général de Celui-ci, Gaulle Quel laissez-moi, formidable je- levier que le suffrage universel. Absolument, ben c'est ça. Laissez voter Mais les Français. Vous y êtes. mais c'est ce Laissez qui- les Français Mais s'exprimer. Monsieur Fenech, c'est ce qu'ils viennent de N'ayez faire. pas peur. Bon, laissez-moi finir ma phrase. C'est ce Ben qu'ils oui. viennent de faire, les Français. Non, ils mais- vont voter, mais ils ont écoutez, toujours voté contre. Je pour vous l'instant. assure qu'il y a eu Emmanuel Macron, mais c'est un vous- accident. Je vais C'est vous un donner. accident. Non, je vais vous donner une Bien. information. Alors là, il y a une Alors, prise de position Non, je qui vais vous est... donner une information. qui est C'est un franche. Il y a accident. eu en France une élection présidentielle à 2 tours. Oui. Et je vais vous donner une seconde information. Elle a été remportée par Emmanuel Macron. Bien. Et maintenant, il va. Non, je voudrais Oui. terminer parce que c'est très important ce que dit M. Fenech sur le rôle des législatives. Le président sculpte une nouvelle majorité. Il la forme sur des bases entièrement nouvelles, comme le général de Gaulle souhaitait à lui-même sculpter sa majorité. Et ensuite, il la soumet au corps électoral qui, dans les législatives, la confirme. Et ce qu'on voit chez vous, et je n'ironise pas, car je comprends très bien la difficulté qu'il y a
à passer de l'ordre politique ancien à quelque chose de tout à fait nouveau. Chez vous, il y a des débats. On voit des personnes comme Fabienne qui estiment qu'il faut aller résolument vers répondre résolument à M. Macron. On voit M. Juppé qui veut rester fidèle à son parti, mais qui en même temps dit à peu près quand nous aurons perdu les élections, il faudra qu'on aille avec M. Macron. D'autres qui disent l'inverse, mais en tout cas, il se passe quelque chose qui atteint l'unité de votre parti, comme ça a atteint l'unité de la gauche, parce que l'histoire... Non, mais je ne dis pas qu'on va gagner. Je ne dis pas. Ça c'est les électeurs qui décident. Mais en tout cas, il se passe quelque chose de très profond dans ce pays, et Frédéric Mitterrand a raison de dire, ça n'est pas quelque chose de comparable à une simple ouverture, c'est véritablement, comme il s'est passé en 58, en 62, un remodelage en profondeur de la société politique. Jean-Luc Bourlange, il reste, voilà. Réflexion brève. Rapidement, parce qu'on va bientôt conclure pour ce débat. Voilà. Vous nous faites venir, vous nous laissez parler 2 minutes. Oh, vous avez bien parlé, Frédéric Mitterrand. Azouz Begag a beaucoup moins parlé. Non. Allez-y. On est là déjà sur des petits fauteuils, comme les deux petits pauvres. Bon, d'accord. Oui. Il a raison. Non, on a des choses. D'abord, trois réflexions brèves. Alors, brèves. La prochaine fois, on s'en Première réflexion, 3 réflexions brèves. Une réflexion d'affect, d'abord. Moi, je ne veux pas qu'on me brandisse sans cesse le drapeau du général de Gaulle. Je suis aussi gaulliste que vous, monsieur Fenech. Deuxième chose, je ne supporte pas non plus que M. Copé me renvoie à la nurserie en expliquant que fait partie des gens intelligents, c'est-à-dire c'est les idiots en fait, ceux qui vont acheter leur petit pain au chocolat dans leur nurserie. Bon. Alors, allez. Allez, le dernier point, Frédéric Mitterrand, s'il vous plaît, on va essayer de rester courtois jusqu'au bout. Tout ça s'appelle de l'arrogance. Et l'arrogance, c'est insupportable. Deuxième chose, je vous rappelle qu'il y a eu, il y a 2 mois, un article passionnant écrit par Hubert Védrine dans Le Monde qui expliquait qu'il y a 2 sortes de compromis. Il y a le compromis des gens qui font des alliances, comme sous la 4e République, ça dure 9 mois. Et puis il y a les gens qui font des compromis quand ils viennent de droite et de gauche, comme en Allemagne avec Mme Merkel, pour construire quelque chose de nouveau. C'est-à-dire, on arrête de se disputer avec le passé et toutes les choses qu'on s'est dites et qui n'ont pas marché, et on essaie de construire quelque chose de nouveau. On n'en est pas là aujourd'hui, vous le reconnaissez. On en est là aujourd'hui. Non, on n'en est pas là. Premier voyage du président. En Allemagne, ce sont 2 partis qui négocient sur un programme. Non, premier voyage. On est là, on a un gouvernement d'unité nationale, en somme. On a un gouvernement d'unité mais qui ne résulte pas d'une négociation entre 2 partis. Non, qui va construire. Oui, justement, c'est ça. Ils vont construire quelque chose de nouveau. Il fallait pour cela, d'ailleurs, des hommes neufs. Il y en a d'ailleurs qui ont 70 ans. Oui, mais en Allemagne, qui ont des monsieur Mitterrand, Frédéric Mitterrand, en Allemagne, la différence avec ce qui se passe ici, c'est qu'ici, on a la menace de voir 2 partis, le Parti socialiste et les Républicains, s'effondrer. Oui. Alors qu'en Allemagne, ils font un accord de coalition entre le SPD et la CDU. Il n'y en a pas un qui veut écraser et faire exploser l'autre. Or là, il y a peut-être une volonté de voir 2 partis exploser. Mais oui, les 2 partis des extrêmes, c'est ce que d'ailleurs Alain Juppé dit très justement quand il parle de l'omelette. Il dit les 2 bords extérieurs sont effectivement coupés. Et d'ailleurs, ces 2 bords extérieurs souhaitent évidemment l'échec d'Emmanuel Macron. Bien. Dernière réflexion, après je m'arrête, promis. Je retourne à la nurserie manger mon pain au chocolat. Et vous trouverez un fauteuil plus confortable. Dernière chose. Je ne sais plus d'ailleurs. Ah bon, voilà. Alors on va continuer. Azouz Begag, il a peu parlé. Laissez-le parler. Il a peu parlé, Azouz Begag. Allez-y. Je parlerai chez moi quand même. Mais non. Allez-y, Azouz Begag. Chez toi ici. Tu es sur un petit fauteuil, mais tu es chez toi. Allez-y. Je trouve le plus important dans ce qui se passe aujourd'hui, dans cet événement transformationnel. Transformationnel, c'est le chantier de la moralisation de la vie politique. C'est encore une autre affaire. C'est énorme. Ben oui. C'est énorme après ce qui vient de se passer avec le Fillon Gate. Et je crois, Georges, qui vous a fait perdre. C'est cela qui vous a fait perdre. Les Français se sont rendus compte tout d'un coup qu'en 1789, l'abolition des privilèges n'a pas eu lieu dans ce pays. Je ne vais pas vous dire le contraire, il était l'un des premiers à réclamer le départ. Mais c'est ce qui... Oui, tu le disais tout à l'heure. D'ailleurs. Aujourd'hui, ce chantier de la moralisation de la vie politique, c'est ce que tous les Français attendent. Au moins, pour cela, laissez cette équipe travailler. Fabienne Keller, le mot de la fin pour vous. 2 précisions. Notre démarche, ceux qui ont fait d'appel
à l'occasion de la nomination d'Édouard Philippe, Ah, non. ce n'est pas que nous rejoignons En Marche. Nous restons pleinement au centre et à droite, mais nous souhaitons marquer que nous voulons avoir un regard constructif, positif, sur cette nouvelle démarche qui est liée à cette situation totalement bouleversée, hein, l'élection d'Emmanuel Macron, à laquelle nous sommes prêts à participer de manière à nouveau constructive et vigilante. Et deuxième chose, j'aime pas du tout le mot débauchage. Édouard Philippe a gardé ses convictions, comme Bruno Le Maire, comme Gérald Darmanin. Les Français jugeront. C'est une Oui. démarche qui est la leur, qui est de participer à cette nouvelle Non mais Fabienne, attends. Là, configuration, je ne faut t'ai pas pas raconter coupé, n'importe politique. quoi, Fabienne. C'est terminé. Donc Et vous je terminez. Non, mais c'est pas possible. regrette l'exclusion qu'a pratiquée les Républicains. C'est pas possible. la bonne Ils manière. se sont auto-exclus eux-mêmes, il n'y a pas eu d'exclusion. Mais c'est leur droit de quitter C'est une un famille aveu de politique. faiblesse. Mais pas du tout. C'est un aveu de faiblesse. Débattons en notre sein de manière C'était énergique, pas du mais tout le avec même nos projet. convictions. La C'est le conviction, c'est de souhait, en rester tout cas. fidèle à ses convictions. C'est notre souhait. Bruno c'est- Le Maire voulait baisser la CSG à 16 milliards. C'est ce que je fais chaque fois Aujourd'hui, quand j'expose ces il va idées au bureau augmenter la politique. CSG à de 21 Débattons. milliards. Exclure. On a compris C'est vos points de vue malheureusement- différents. Le mot de la schizophrénie. fin, Fabienne Keller, rapidement. C'est de la Ben, schizophrénie. Nous sommes dans une famille et nous débattons à la suite de cet événement, hein, de la présidentielle. Mais encore une fois, Et c'est je leur forme choix. le vœu que notre famille continue à débattre et à construire une proposition constructive pour les Français. Merci de l'avoir fait ici. À tous d'avoir participé à ce débat et notamment à vous puisque c'est la première fois, je crois, qu'on organise un débat interdroite Bah et oui. que vous pouvez vous Ça répondre promet, hein. les Et uns merci les autres. à Jean-François Merci Copé à aussi qui était Jean-François en Copé, duplex. Frédéric Merci Mitterrand aux deux Strapontins aussi. et aux deux Strapontins. Merci. Merci à Frédéric Ils ont Mitterrand des accoudoirs. et à Aziz Et Vega. on enchaîne, Léa.